Bonjour, quelle joie de vous entendre, quelle joie de vous voir aussi pour ces ateliers aujourd'hui, pour travailler ensemble sur cette charte du Fer Alliance. Alors, vous savez peut-être, pour ceux qui sont les plus familiers des travaux de recherche empirique du Rameau, que nous avons qualifié les leviers d'activation de l'intérêt général autour de trois grandes dimensions qui sont à articuler. La vision partagée, l'action collective transformatrice et la gestion régulatrice. Et on voit bien que l'ODD 17 en pratique, la capacité à faire alliance, est un élément essentiel pour pouvoir avoir un continuum de la vision jusqu'à la gestion. Et c'est là où il devient très intéressant de savoir comment outiller cette ODD 17 en pratique. Et comme ceux qui ont pu participer hier le savent, le premier élément était bien évidemment de nous doter d'outils pour pouvoir faire un récit commun. Alors, comme nous sommes gourmands au Rameau, nous n'avons pas fait un récit, mais trois récits. Le premier récit, c'est un récit qui vient des territoires, les bonnes nouvelles des territoires, ce sont ce que nous venons d'entendre, à la fois individuellement et collectivement, le document que vous avez, le film pardon, que nous avons vu hier. Deuxième élément de récit, c'est réellement de pouvoir savoir comment adresser aux politiques un message clair, parce qu'on voit très bien la difficulté de passer finalement de ces bonnes nouvelles des territoires vers un récit national. Et Stéphane Rosès nous a permis de pouvoir rédiger en une page, puisque vous le savez, c'est la norme pour les acteurs politiques, finalement un récit de qu'est-ce qu'il est en train de se passer et pourquoi nous pouvons avoir confiance dans l'avenir. Et puis le troisième est plus philosophique, c'est finalement qu'est-ce qui mène de cette économie de l'alliance à la redécouverte du lien commun. Et si vous ne l'avez pas encore eu parce que vous n'étiez pas avec nous physiquement, vous allez recevoir dans les prochains jours le livre Projet de Renaissance qui a été publié. Il fallait donc pouvoir éclairer le cap, c'est la vision. De l'autre côté, il fallait avoir un cadre de gestion. Et ce cadre de gestion, grâce à la mission ministérielle, la députée Cathy Racon-Bouzon a déposé en début d'année la proposition de loi sur l'expérimentation d'un droit d'alliance en France. Vous savez que c'est essentiel puisque le droit français est pour protéger la personne, qu'elle soit morale ou physique, et donc l'alliance par le droit aujourd'hui est suspecte. Et donc, quelque part, pour bien évidemment faciliter les expérimentations innovantes, il était essentiel de pouvoir avoir une proposition de loi qui définisse l'intérêt général, qui permette de décrire pourquoi c'est complexe. Quand une association, une entreprise, une collectivité territoriale travaillent ensemble, et donc quels sont les freins juridiques à lever. Et troisième élément, et ça, c'est peut-être l'élément de bonne nouvelle. Pour ceux qui connaissent la proposition de loi, nous avons proposé que le Code de l'éducation intègre cette notion d'alliance d'intérêt général, parce que bien évidemment, tout commence là, tout commence dès l'enfance. Apprenons à faire alliance. Alors, nous avons des récits, nous avons la lettre, la capacité d'avoir un droit qui, nous l'espérons le plus tôt possible, quand les parlementaires pourront en débattre, posera le cadre juridique. Mais quelque part, au-delà de la lettre, quel est l'esprit? Et c'est là où nous arrivons à la charte, parce que, bien évidemment, dans la proposition de loi, il était indiqué, comme nous l'a rappelé et le dit Julien tout à l'heure, était indiqué une charte que le ou la ministre en charge de la vie associative aura la charge de publier. Et pour anticiper demain, nous avons pensé absolument essentiel de travailler avec les territoires, de co-construire avec les territoires une charte qui serait un contrat de confiance pour permettre de savoir à tout acteur qui veut rentrer dans une coopération territoriale, dans une alliance d'intérêt général, de pouvoir avoir les éléments de droits et devoirs sur lesquels il peut s'engager en toute confiance, puisque c'est sans doute ce mot de confiance qui est revenu dans chacune de vos initiatives territoriales et qui caractérise bien la question de l'alliance d'intérêt général. Alors, 21
21 leviers. Vous savez que notre ami Cédric Villani, pour résoudre l'équation impossible 1 plus 1 égale 3, nous a donné comme formule magique le 7, le symbole de la sagesse, multiplié par 3, le symbole de l'équilibre. Et donc nous avons cherché quels étaient ces 21 leviers qui permettaient de pouvoir s'engager en toute confiance dans une aventure apprenante dont on connaît le point de départ, dont on sait où on veut aller, mais dont on ne connaît pas encore le chemin et qu'il va s'inventer ensemble. 7 principes d'action, 7 modalités d'action et 7 moyens d'action, puisque, encore une fois, il s'agit bien de caractériser l'action et d'être finalement en lien avec une vision et de pouvoir s'appuyer sur un système de gestion adapté, mais à partir de l'action. Et c'est bien ça qui caractérise ce que vous faites, ce que nous faisons ensemble, c'est-à-dire de partir de l'action. Alors quels sont d'abord les 7 principes d'action qui sont à mettre en avant? D'abord, et c'est une évidence, celui de se respecter mutuellement et de travailler en confiance. Ensuite, de prendre comme cadre de référence les objectifs de développement durable. Ils ont la force de pouvoir, et notamment grâce aux pays du Sud, avec le 17e ODD, celui de nous inviter à faire alliance et de pouvoir avoir une grammaire commune. Le troisième élément, c'est que ça puisse être très concrètement traduit en action. L'étude que nous avons réalisée auprès des associations, des élus locaux, des entreprises, des collectivités territoriales en France montre bien que chacun de ces acteurs considère aujourd'hui que seule l'action est engagement. Oui, la vision est importante. Oui, le système de gestion est important. Mais le plus important pour réinventer aujourd'hui ce qui va faire que nous serons fiers demain pour nos enfants de ce que nous avons fait, c'est l'action. Et elle est à réinventer au quotidien. Le quatrième principe, c'est celui de la subsidiarité. S'il y a alliance, c'est pouvoir faire ensemble ce qu'aucun ne peut faire seul. Mais ça ne veut pas dire que tout est alliance et que tout doit passer par l'alliance. L'alliance vient finalement compléter, renforcer, faire un continuum là où chacun seul ne peut pas aller. Mais ça n'empêche pas, bien évidemment, que chacun aussi peut avancer de son côté. Donc cette notion de subsidiarité est bien évidemment absolument essentielle. Le cinquième point, c'est la recherche de cet interdomaine, interactivité. On voit bien aujourd'hui, ça n'a plus de sens de séparer les questions sociales, sociétales, environnementales et économiques. Bien évidemment, comment aujourd'hui on pourrait dire qu'on peut choisir entre fin du mois et fin du monde? Ça n'a plus aucun sens et donc rechercher de sortir finalement des silos pour avoir une interdisciplinarité est un principe essentiel de toute alliance d'intérêt général. L'alliance d'intérêt général, c'est l'opposé du communautarisme. C'est la capacité à accepter tout le monde tel qu'il est et non pas tel que nous voudrions qu'il soit. Et puis le septième point est peut-être celui qui peut susciter débat mais qui nous est très cher, c'est celui d'articuler la co-construction du bien commun, cette capacité à agir ensemble avec le respect et la mise en avant de la gestion de l'intérêt général par les autorités légitimes pour la porter. Nous ne pouvons pas, d'un côté, vouloir construire ensemble et d'autre part, nous opposer à un système démocratique dont plus que jamais nous avons besoin. Nous devons bien évidemment articuler les deux et c'est dans un dialogue constructif entre cette capacité de co-construire le bien commun et de gérer l'intérêt général, dans cette fécondité respective. Alors, peut-être, chers amis du Maroc, êtes-vous un peu moins concernés que nous, en France, mais cette question de la relation entre l'État et les organisations publiques et privées est un débat en France depuis 200 ans. Voilà les 7 principes d'action que nous proposons de mettre en débat avec vous ce matin pour savoir si elles répondent à vos logiques quotidiennes de ce que vous avez vous-même pu mettre en œuvre sur vos territoires. Après les principes d'action, après les principes qui donnent la vision, finalement, quels sont les principes de agir ensemble? Pour faire quoi? Quelles sont donc ces actions qui vont caractériser ces alliances d'intérêt général? Bien évidemment, la première d'entre elles, c'est le dialogue. C'est d'apprendre à dialoguer, c'est d'apprendre à se connaître, parce que finalement, la première étape, c'est finalement de pouvoir dialoguer. Je me souviens, il y a 15 ans, que certaines organisations ne voulaient même pas se rencontrer. Et je leur ai dit, mais on ne vous demande pas d'être d'accord,
on vous demande de dialoguer ensemble. Ça semblait une impossibilité il y a 15 ans, c'est une réalité aujourd'hui. Inventons, reconstruisons notre capacité de dialogue, c'est déjà ça l'alliance d'intérêt général. Le deuxième, c'est de pouvoir partager des données, des outils, des moyens, des méthodes, des compétences. Voilà comment est-ce qu'on peut mettre autour de la table quelque chose qui va servir à tous et qui va nous faire grandir les uns et les autres. Le troisième étape, quand on est suffisamment mature pour pouvoir s'inventer, c'est un pas de plus. Et bien évidemment, l'expérimentation, puisque toute expérimentation aujourd'hui d'alliance d'intérêt général montre à quel point une partie des solutions sont dans les associations, une autre dans les entreprises, une autre dans les acteurs académiques, une autre dans les acteurs publics au niveau local ou national, une autre dans les syndicats et bien évidemment dans les initiatives citoyennes. Toute cette capacité à expérimenter ensemble nous donne une forme de R&D sociétale qui fait en sorte que nous sommes capables aujourd'hui, oui, je le dis, nous sommes capables de relever l'ensemble des défis de l'agenda 2030. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une utopie, c'est une réalité qui est en train de se réaliser. Le quatrième étape est peut-être l'une des plus importantes. Je me tourne vers vous, cher Laurent Lély, de la chaire Interaction AgroParisTech, la capitalisation. Si nous pouvons apprendre d'une des premières civilisations, les Égyptiens, c'est parce qu'ils ont construit les pyramides et dont on peut savoir aujourd'hui, sans qu'en moins de 1600, la première pyramide, eh bien finalement ils avaient à nous dire. Même si d'ailleurs les pharaons avaient inventé le Tipex, parce que ça ne leur empêchait pas de retirer quelques brins d'histoire dont ils ne voulaient plus entendre. Capitalisons. Comment voulons-nous pouvoir construire dans la durée si nous ne gardons pas mémoire ? Lorsque Fleming invente la pénicilline, ce n'est pas son tube à essai qui est important, c'est son carnet de recherche. Comment voulez-vous, si jamais nous oublions tout ce que nous faisons au quotidien, comment voulez-vous que nous soyons capables d'inventer demain et que nos enfants, leurs petits-enfants soient capables de pouvoir finalement garder notre mémoire ? La capitalisation est le premier devoir d'une alliance d'intérêt général. Et le second, c'est sans doute, bien évidemment, d'évaluer. Évaluer, ça ne veut pas dire nécessairement compter d'ailleurs. Ça veut dire aussi compter au sens se raconter. D'où les récits dont on vous remercie. C'est passionnant de vous entendre. Raconter. Avant de compter, il faut compter. Il faut se raconter. Et puis, il faut aussi se compter. Combien sommes-nous ? Le réseau des pionniers des alliances en territoire, n'est-ce pas, ma chère Élodie ? 350 catalyseurs territoriaux. Qui aurait cru, quand nous l'avons créé en 2014, où il y avait à peine une centaine de catalyseurs, que nous en serions déjà là ? Et alors, objectivement, ça se remplit tous les jours. Et ça, c'est une bonne nouvelle des territoires. Après l'évaluation vient l'innovation. La capacité, finalement, à prendre suffisamment de recul, de se distancier sur les expérimentations pour savoir que peut-on en faire ? Est-ce qu'elles ont vocation à aller plus loin ? Comment est-ce qu'on peut les partager avec d'autres et faire en sorte, finalement, qu'elles se déploient, non pas dans une forme de standardisation stupide dont on sait très bien qu'elle n'existe pas ? Mais comment est-ce qu'un pinot noir en Alsace, en Bourgogne et en Champagne font 3 vins ? Eh bien, de la même façon, comment nos innovations, eh bien, elles peuvent aller s'irriguer sur les territoires. Petit clin d'œil à nos amis Rhône-Alpia, qui ont ce travail absolument magnifique d'aller féconder, finalement, ce lien entre un projet, un arbre, et un territoire, un terreau. Si nous ne savons pas faire ce lien, cette alliance, comment voulez-vous que l'alchimie fonctionne ? Et puis le dernier point, c'est finalement se former. Parce que nous sommes tous en apprentissage permanent de ce qu'est une alliance d'intérêt général. Si nous ne transmettons pas ce que modestement nous avons appris, si nous n'acceptons pas de nous décentrer, de faire de la fragilité une force collective, alors à quoi bon prétendre faire une alliance d'intérêt général ? Donc dialoguer, partager, expérimenter, capitaliser, évaluer, innover, se former et transmettre, c'est bien là les 7 modalités d'action que vous vivez au quotidien sur les territoires, que nous vivons au quotidien depuis 15 ans ensemble. Alors comment est-ce qu'on peut ensuite avoir finalement les moyens de cette action pour pouvoir faire de ces alliances d'intérêt général un élément qui nous permet de pouvoir partager, transmettre et aller plus loin ensemble.
D'abord, il faut des données, encore des données et toujours des données. Vous avez peut-être vu que nous avons publié hier le rapport de impact entreprises et territoires. Nous suivons depuis 2009 la façon dont les entreprises évoluent et de la même façon dont les associations, nous avions publié Impact, Associations et Territoires 15 jours avant, les fondations, les élus, les citoyens évoluent sur ces sujets. Comment voulons-nous avancer si nous ne savons pas ce qui se passe ? Et vous savez que, avant de publier ces études, nous avons d'abord commencé par refaire une cartographie des 13 grandes régions métropolitaines françaises. Pourquoi ? Parce que, bien évidemment, on ne fait pas alliance de la même façon à Lille, Bressuire, Langres et Bordeaux. Donc, bien évidemment, des données et toujours des données. Non pas pour avoir des chiffres, mais pour comprendre les spécificités de chaque territoire, de chaque acteur, de chaque domaine, et de pouvoir articuler cette alchimie entre domaine, acteurs et territoire. Le deuxième élément, bien évidemment, c'est des outils. Mais pas des outils qui sortent du chapeau de je ne sais où. Bien évidemment, des outils que nous avons expérimentés, qui ont finalement presque la sueur sur ces outils qu'on peut partager parce qu'ils ont été éprouvés, parce qu'ils sont vivants, parce que c'est l'expression de nos chemins, un coup à droite, un coup à gauche, et sur lequel on arrive finalement à destination. C'est ce partage finalement des outils qui nous ont aidés dans notre cheminement, qui ne sont jamais universels, mais qui sont toujours aidants, que nous pouvons mettre en partage. La troisième chose, et c'est sans doute la plus importante, c'est nos compétences. Parce que ce qui fait alliance, c'est la diversité, c'est la capacité à mettre ensemble, à assembler ensemble des compétences et des talents de nature radicalement différente. Et bien évidemment, si nous ne partageons pas ces compétences, eh bien, nous avons perdu l'esprit et nous n'avons plus que la lettre. Quel est l'intérêt d'un process si ce ne sont pas des femmes et des hommes qui peuvent s'y enrichir, qui peuvent l'enrichir et qui, par leur spécificité, par leur singularité, peuvent apporter au collectif une unité que sans la diversité, nous n'aurions pas. Bien évidemment, et là encore je me tourne vers vous, cher Laurent, la recherche, toujours la recherche. Qu'elle soit empirique ou académique. Comment on fait le pont? Comment est-ce que, dans ce moment de transformation extrêmement profond que nous vivons, comment nous pouvons garder cette mémoire qui se transforme, finalement, de ces expériences de terrain qui se transforment en connaissances, et ces connaissances en compétences? Si le processus de recherche n'est pas impliqué, alors nous perdons la force de ce que nous faisons. Alors nous devons reproduire tous les jours les mêmes efforts. Et nous savons, parce que nous le vivons les uns et les autres, vous et nous, tous les jours, l'énergie que ça demande de le faire. Oui, la recherche, les acteurs académiques, du côté enseignement et du côté recherche, sont indispensables pour ces alliances d'intérêt général et des moyens essentiels pour nous aider à grandir sur le sujet. Cinquième sujet, et là je sais que je vais créer consensus, la prime à l'alliance. Comment pouvons-nous continuer à avoir des modèles socio-économiques qui vont favoriser l'opposition plutôt que la co-construction? Au mieux, on considère que finalement, ceux qui font alliance, eh bien, ils ont gagné pour eux-mêmes, donc pourquoi aider l'alliance? Bien évidemment que non. Nous devons donner de la valeur à cette alliance. Une valeur symbolique, certes, mais une valeur économique, certainement. Et ça, je crois que nous aurons un consensus entre nous pour dire que quelle est cette ingénierie d'alliance, comment on la finance, comment est-ce qu'on peut faire émerger une prime à l'alliance qui reconnaît dans l'ensemble des modèles socio-économiques une valeur ajoutée supplémentaire à celui qui va décider de prendre le temps, de prendre le pas de côté nécessaire, de faire l'effort de l'humilité de travailler avec un autre. Eh bien, c'est ça que demain, tout modèle socio-économique doit reconnaître. Oui, cette prime à l'alliance, elle est essentielle, elle est sans doute le prochain combat. Le rameau a gagné celui du droit avec la proposition de loi de la députée Cathy Racan-Bouzon. Nous vous garantissons que nous allons gagner celui de la prime à l'alliance. Elle est essentielle parce que, bien évidemment, le droit et l'économie sont deux éléments importants. Pas parce que c'est de l'argent, parce que l'économie, c'est l'équilibre de la maison. Et quelles seraient nos maisons sans équilibre? Elle doit être personnelle, cet équilibre. Il doit être au sein de nos organisations, ceux qui aident et ceux qui font. Et il doit être, bien évidemment, au sein d'une nation et d'une planète comme la nôtre. Eh bien évidemment, ce point qui peut paraître anecdotique de la prime à l'alliance,
C'est sans doute un combat que nous avons à mener tous les jours et vous pouvez compter sur le rameau pour le faire. 6e point, et pas des moindres, nous devons, cher Jean-Paul, et c'est la mission qui vous a été confiée au sein de la Fondation des Territoires, inventer les gouvernances de demain. Quelles sont ces gouvernances de l'Alliance d'intérêt général ? Celle qui n'est pas auto-centrée, mais celle qui va accepter de pouvoir travailler ensemble dans une diversité de valeurs. Oui, une alliance d'intérêt général, ce n'est pas simplement ceux qui partagent les mêmes valeurs. C'est celle de tout le monde, y compris ceux dont, à titre personnel, je n'aurais pas forcément envie de travailler. Mais sur un territoire, on travaille avec tout le monde, où on n'est pas d'intérêt général. Et donc, quelles sont ces gouvernances qui vont accepter que des valeurs contradictoires puissent accepter de construire un projet commun parce que c'est ça, l'intérêt général. Quelles sont les gouvernances qui vont accepter de pouvoir reconnaître que non, 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 tout n'est pas égal par ailleurs, et oui, on peut accepter une asymétrie si elle est respectueuse de l'autre. Quelles sont ces gouvernances qui vont accepter de comprendre qu'on peut être en fragilité à un moment donné, en force à un moment donné, et donc qu'elles doivent être évolutives? Nous ne les connaissons pas, ces gouvernances. Le Rameau, vous verrez dans le livre Projet Renaissance, appelle ça les gouvernances supradémocratiques. Vous savez ce que disait Churchill, hein, la démocratie est la pire de tous les systèmes politiques. 3 petits points, à l'exclusion de tous les autres. Bien évidemment, comment on va inventer ce faire alliance, ce faire société, dont on voit bien que les questions de nos gouvernances publiques et privées sont des éléments essentiels pour nous faire avancer, pour faire avancer la nation, et j'allais dire, pour faire avancer la planète. Donc, cher Jean-Paul, cette question de la gouvernance, des gouvernances, parce que de la même façon qu'il n'y a pas une seule forme d'alliance, il n'y a pas une seule forme de gouvernance, quel challenge pour la Fondation des Territoires dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et puis, le 7e point, et j'y tiens, c'est celui de la législation. Certes, le droit ne fait pas tout, et certes, et je partage, vous savez que le combat du Rameau a été de dire que la planche à loi a eu sur la démocratie exactement le même effet que la planche à billets a eu sur l'économie, c'est-à-dire quand l'outil prend la place de la finalité, il le détruit. Mais néanmoins, comment dans un état de droit ne pas considérer l'importance de la législation ? Comment ne pas apprendre l'importance du droit? Comment peut-on accepter, en écoutant, comme si c'était naturel, que 74% des Français se sentent en désobéissance civile? C'est grave. C'est grave parce que si jamais c'est chacun d'entre nous qui détermine ce qu'est l'intérêt général, si finalement c'est mon point de vue qui va prendre l'intérêt général comme étant le centre, alors ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que nous retournons 500 ans en arrière, ça veut dire qu'on reconsidère que, finalement, le Soleil tourne autour de la Terre, c'est-à-dire autour de notre nombril. Bien évidemment, inventer la législation de ce droit d'alliance est une obligation. Comme je le disais tout à l'heure, le droit français protège la personne, qu'elle soit physique ou morale. Et bien évidemment qu'il s'agit de continuer dans ce sens. Mais nous ne pouvons plus avoir un droit qui va considérer qu'une alliance va pouvoir mettre en risque. C'est comme la prime à l'alliance. Si nous ne considérons pas que nous devons inventer un droit qui va permettre d'être respectueux de ces alliances, qui va pouvoir les valoriser, alors, eh bien, nous n'aurons jamais un déploiement à grande échelle des initiatives dont on a entendu des exemples tout à l'heure. Donc c'est ça la question essentielle de la législation, ce n'est pas un droit de plus, et ce n'est certainement pas un droit enfermant. Ce n'est pas le petit bout de la lorgnette. C'est une capacité à partager un cadre suffisamment souple pour pouvoir permettre à ces alliances d'intérêt général de grandir et surtout de faire grandir avec comme priorité absolue les plus fragiles d'entre nous. C'est ce que vous faites tous les jours. Et c'est pour ça qu'il nous a semblé essentiel, très modestement, après avoir, fort des 15 ans à vos côtés, formalisé cette charte du Faire Alliance, de vous proposer d'en débattre ensemble. Ce matin, chacun dans vos 7 territoires, dans l'intimité de vos territoires, nous aurons nous-mêmes ici un débat sur la même chose pour pouvoir co-construire ensemble quelque chose qui répond le mieux, non pas à la lettre, mais à l'esprit de la lettre,
et d'être capacité à dire oui, la co-construction du bien commun, c'est maintenant. Oui, les alliances d'intérêt général, on les charte grâce à vous.